merci à toi d'être là et de nous accompagner pour cette rencontre dédicace. On commencera vraiment, je crois, Margot, par les remerciements. Écoute, alors, pour le coup, écoute, on va le faire. Merci à toi, Margot, de pouvoir m'accueillir ici, en tout cas. Merci à la librairie, à Catherine et toute son équipe. Ça fait quand même 3 fois qu'on est ici. La première fois, c'était en 2010, 2021, 2024. Donc, merci pour ce partenariat. C'est très sympa. Merci à toi d'être le premier invité de notre première grande aventure. Parce que nous venons de reprendre la librairie avec ma collègue Léa qui assure là au comptoir. Et donc du coup c'est la toute première dédicace qu'on fait en tant que patronne au sein de la librairie. Donc, voilà, donc, merci à toi d'être venu pour nous présenter la deuxième aventure de Jamel. Exactement. Alors j'en profite aussi pour remercier bien sûr les artistes qui sont là, les collègues qui sont là, ma famille qui est là également. Et puis un Marseillais qui s'est perdu dans Paris. Donc c'est important pour moi de le saluer, Kamel Saleh, donc un réalisateur, scénariste, qui a fait entre autres le film culte comme élément avec toute la clique de Ayam, toute la clique là-bas. Voilà, donc merci Kamel d'être là en tout cas avec nous aujourd'hui. Voilà. Et puis bien sûr encore une fois merci à Farid qui est là également avec nous, un Farid Yayaou qui m'a accompagné durant de nombreuses années avec sa caméra pour réaliser les émissions et qui est là en tout cas aujourd'hui avec nous. Infiltré pour un meilleur, c'est ton deuxième livre, c'est la suite de Je suis tué, nous sommes la France. Pourquoi avoir voulu faire une suite? Pourquoi avoir voulu faire une série? Est-ce que c'est parce que Jamel te manquait trop? La première éditrice m'avait dit, ça serait bien peut-être de penser déjà à la suite. À peine on écrivait qu'il fallait penser à la suite. Parce qu'elle me disait, les lecteurs vont certainement te demander que deviennent tes personnages. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, quand j'ai écrit le premier, je l'ai écrit dans l'idée, en tout cas on l'espère, d'aller vers le cinéma. Et on m'a dit, pour aller vers le cinéma, c'est bien quand même d'avoir au moins 2 à 3 opus. Voilà un petit peu le truc. Et puis c'était important aussi pour moi, au fil du temps, de donner une suite, de donner une vie finalement à ces personnages. Parce que quand j'ai écrit le premier, le directeur de la maison d'édition Lys Bleu m'a dit, on est content parce que tes personnages ont de l'épaisseur. Et moi j'avais envie de leur donner une âme. Donc il y aurait éventuellement une adaptation cinématographique. Toi qui es donc homme de théâtre, donc tu as aussi réfléchi en écrivant dans cette optique-là. C'est vrai que ça s'y prête. Après, on verra où les choses voudront bien nous amener. Ce deuxième tome est très centré sur la jeunesse, surtout celle de banlieue, qui est un petit peu perdue, notamment dans le business, comme tu l'appelles. Est-ce que c'est aussi une façon pour toi de t'adresser à la jeunesse, à leur dire qu'il y a quand même d'autres portes de sortie, qu'on n'est pas obligé de tomber dans ce business, que tout n'est pas perdu et voilà, est-ce que le sort de cette jeunesse te préoccupe absolument? Quand j'ai sorti le premier, il y a les policiers de Saint-Étienne qui m'ont appelé, justement, qui ont voulu échanger avec les jeunes. Donc on est parti à Saint-Étienne, je suis parti à Saint-Étienne pour échanger, faire une rencontre débat avec les jeunes. Donc oui, je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut, on peut. Maintenant, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est un roman qui va être beaucoup, comme tu le disais, sur l'actualité. Effectivement, ça pose des questions assez sociales, assez politiques également. Donc c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose d'assez intéressant à étudier par rapport aux banlieues et à tout ce qui se passe. Voilà. Est-ce que Argenteuil est quand même un modèle ou est-ce que tu as quand même bien plus exagéré dans ton roman ce business et C'est pas exagéré, malheureusement, il y a encore pire, mais j'ai essayé d'enjoliver, j'ai essayé de sortir une conscience. Jamel est quelqu'un qui se laisse facilement déborder mais qui a vraiment une très belle âme et qui a envie de sauver tout le monde. Il a un peu le syndrome du super-héros quelque part. Ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il se laisse déborder. Et en tant qu'infiltré, il s'est fait pas appeler Jamel, parce que bien sûr, quand on rentre dans une infiltration, on change de papier, on change de nom, on essaie d'avoir un autre look, et donc il se fait appeler Made in. Et dans le cadre de ces enquêtes, il va retrouver des jeunes qui aimeraient bien sortir. Mais comment les sortir? Donc il essaye par la force des choses, il y arrive, mais des fois, il va contourner un petit peu la loi. Mais voilà, dans la bienveillance, encore une fois. Oui, de toute façon, c'est un personnage qui est très bienveillant, comme je disais. Mohamed, en fin de compte, le Shibani, donc on a appelé le Shibani dans le premier opus.
part au pays, au village, et il veut raconter à ses parents, qui sont au cimetière, ce qui s'est passé avec son frère, ce qu'on retrouve dans le premier opus. Donc il se retrouve au village. Donc on va écouter un premier extrait du village, et puis on va enchaîner avec un deuxième extrait, où en fin de compte, il y a un des protagonistes qui s'appelle Jugurtha, et par la force des choses, là aussi, c'est l'exil, c'est la double peine. Voilà, et bien quand on est en France, on fait des bêtises, et bien quand on fait des bêtises, on paye. On paye, 1, par la casse-prison, et 2, on paye par l'expulsion. Algérie, village kabyle. Dans tout le village, Mohamed était appelé le sage. C'était une marque de confiance, car il inspirait la bienveillance, la sagesse. En France, dans la cité où il vivait, on l'appelait le Chibani. Son état d'esprit avait traversé la Méditerranée. Mohamed se dirigea vers l'épicerie du village, où il retrouva son ami Ariski. Il y avait bien longtemps que ces deux compères ne s'étaient pas vus. Ce local, dans lequel on pouvait quasiment tout acheter et prendre un café, était le centre du village. Un lieu de vie, de socialisation. Les soirées d'été, on pouvait y apercevoir de nombreuses personnes. Et les parties de jeux de cartes ou de dominos y étaient interminables. Dans l'arrière-boutique, il y avait une salle de réunion dans laquelle se tenait l'assemblée générale du village. Les représentants de chaque famille siégeaient. C'était en quelque sorte un mini-conseil municipal. On y débattait, faisait voter des cotisations, améliorait le cadre de vie des habitants du village. Mohamed le Sage était assis au fond de l'épicerie et discutait avec son ami Areski. Algérie, village kabyle, double peine. Dans la fameuse arène à la sortie du village, c'était la cacophonie. Et Jugurtha essayait de distribuer la parole. Non sans mal, plus personne ne s'entendait parler. Quelques jeunes hurlaient « Dégage ! Dégage ! On ne veut pas de toi ici !» Le Kabyle a parfois la tête dure, et quand cela arrive, il est difficile de lui faire entendre raison. La jeune passionnée de théâtre s'exclama de nouveau. « Pourquoi êtes-vous si hargneux les uns envers les autres? Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre ensemble, à nous entraider, comme le font si bien d'autres communautés? Pensez à tous ces artistes, ces poètes, ces journalistes disparus. Ils militaient pour la cause berbère. Ils en penseraient quoi s'ils nous voyaient? Nous ne pouvons pas agir ainsi. Nous n'en avons pas le droit. C'est ensemble que nous réussirons. À fausse doc fausse, la main dans la main. » Jugurtha expliqua qu'il ne voulait prendre la place de personne et qu'il mettrait fin à sa mission si le groupe le souhaitait. La jeune poétesse se positionna au centre de l'arène et se mit à réciter un poème de Mohand Mohand. Ici, il le traite en adulte, sans avoir pitié de lui, sans même craindre Dieu. Quant à moi, j'ai tranché. Je m'éloigne de ces chants et de ces primates. J'irai me faire journalier, la conscience tranquille. Et cela n'a pas de prix. Ces paroles furent reprises par quelques amateurs de poésie. Après un long silence et une réflexion commune, la raison reprit ses droits. Le débat assagit. Une séance de travail s'était improvisée avec les jeunes qui souhaitaient développer la vie sociale du village. L'un des premiers projets serait l'installation d'une médiathèque dans une salle de classe, ouverte aux villageois en dehors de la période scolaire. Ce serait un moyen pour les familles de lire, d'avoir accès à l'information, de communiquer à moindre coût. Les projets fusaient dans tous les sens. Les rôles des uns et des autres au sein du groupe de travail étaient bien définis. La jeune poétesse devait tout de même canaliser l'énergie débordante. On n'est plus au village, mais on est dans la banlieue. Alors, dans la banlieue nord de Paris, avec toute sa grandeur et toute sa splendeur. Et là, en fin de compte, il y a donc Jamel, qui est à la terrasse d'un café. Et dans le café, il se passe des choses qui vont se passer bientôt ici, c'est les élections municipales. Banlieue nord de Paris. Jamel ferma les yeux et se laissa emporter par ses souvenirs d'enfance. Il se revit quelques années en arrière en compagnie de ses amis, Caroline et Osman. L'eau avait coulé sous les ponts depuis, mais Jamel restait marqué par la mort d'Osman, par son enquête de police. Elle avait été mouvementée. Il avait retrouvé le meurtrier de son ami une dizaine d'années plus tard. Lui qui marchait sur le fil entre le bien et le mal était devenu flic, lieutenant de police. C'était une belle journée printanière et le soleil était au rendez-vous. Sur le trottoir d'en face, on apercevait de jolis bouquets de fleurs multicolores, dont la brise transportait par moments les divers parfums. Le ton montait dans le café. Les élections municipales approchaient. Dans le fond de la salle, un débat y était organisé. Deux amis d'enfance de Jamel débattaient. On se serait cru à un combat de rue. Les insultes fusaient. Jamel était choqué. Comment deux potes pouvaient-ils se comporter ainsi, pensa-t-il. C'était la quête du pouvoir. L'un et l'autre étaient instrumentalisés par un homme politique. Jamel avait soif de liberté. Il ne pouvait pas se laisser entraîner par le système, mais il est difficile de s'en extraire. Jamel observa la salle, remarqua le va-et-vient d'un homme bien habillé, la quarantaine passée. De nombreuses personnes venaient le saluer. Un homme, la trentaine, prit la parole et s'adressa aux politiques. « Bonjour, monsieur l'adjoint au maire.
Merci de votre présence. Merci de nous donner la parole. Il faudrait peut-être venir nous voir plus souvent, et pas seulement en période électorale. Vous nous parlez de la rénovation du quartier. C'est vrai que c'est joli de l'extérieur, mais quand vous grattez, il n'y a plus rien. Monsieur l'adjoint au maire, il faudrait travailler sur le fond du problème. Quel est le fond du problème ? Rétorqua l'adjoint au maire. Allez-y, demandez, posez la question aux personnes ici présentes. Dans la salle du café, c'était le brouhaha. Les voix se mélangeaient. Cela devenait inaudible. L'adjoint au maire reprit la parole. Nous prendrons rendez-vous. Je m'y engage. Nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous rejoindre, faire partie de notre équipe, celle qui gagne. L'assemblée applaudit. Les personnes semblaient conquises. L'homme de 30 ans demanda la parole. Avocat, il avait passé toute sa jeunesse en bas de la cité, non loin de là, et il était respecté dans le quartier. Déjà, plus jeune, il prenait la défense de ses amis lors des sorties organisées par le centre social du quartier. Son entourage le poussait à faire de la politique. Il avait même été repéré par le parti de l'opposition. « Excusez-moi, mais vous nous demandez de vous rejoindre, d'être à vos côtés. Ok, mais pour faire quoi? Le bouclier? Être pris en sandwich entre le politique, le quartier et la population? Si vous tenez tant à nous, donnez-nous une vraie place dans votre liste. Numéro 3? 4? Allez, la 5e place. Au moins nous serons sûrs d'être élus et respectés pour le travail que nous accomplirons. Si c'est pour faire comme les dernières élections et nous mettre à la fin de vos listes, ne venez pas nous chercher. Nous dresserons notre propre liste. L'époque des grands frères est révolue. C'est derrière nous, monsieur l'adjoint au maire. » La salle l'ovationna et il fut largement applaudi. On entendit à pleine voix « Mousse, président! Mousse, président !» Jamel était captivé par cet orateur. Il avait bien connu son frère. Jamel détourna son regard. Il y avait une altercation de l'autre côté du boulevard. Une embrouille entre jeunes. Ils étaient une bonne vingtaine. En bon flic, Jamel resta observateur. Il voulait tout d'abord comprendre, analyser et ne pas débarquer tel un cow-boy. L'instant devint virulent. Jamel appela ses collègues de la BAC. Ils étaient non loin du domicile familial. Il y avait du monde dans la rue. Les habitants observaient de leurs fenêtres. Certains filmaient la scène. Jamel aperçut au pied d'un immeuble des jeunes. Un sac entrouvert laissant apparaître des barrettes de shit et des liasses de billets de banque. Un rayon de soleil ravivait la couleur de l'argent. Il y avait du vert, de l'orange, du jaune et même du violet. Nous n'étions pas loin de l'arc-en-ciel, proche du bonheur, peut-être pour certains, ou du créateur. Alors, je pense qu'on va enchaîner sur le 4e extrait. Donc là, il est encore un peu plus fort. Où en fin de compte, donc tout à l'heure je disais, c'est Jamel, donc qui se fait appeler Made In, et qui est sur une mission d'infiltration. Donc il doit partir au Maroc pour aller chercher de la marchandise, parce qu'en fait il veut coffrer, il veut arrêter tout un gang, effectivement. Merci. Voilà. Et pour les arrêter, il faut qu'ils fassent infiltrer. Et donc il a rencontré un gars qui s'appelle Franck, qui a un bon fond, et il veut le sortir de là. Banlieue nord de Paris. Jamel est en mission d'infiltration. Il se fait appeler Made In. 1 heure plus tard, Franck retrouva Jamel dans un café non loin de l'entrepôt. Jamel voulait comprendre comment Franck avait pu en arriver là. « Salut, Made In, ça va? Pas trop angoissé pour ton départ au Maroc? Tu pars quand? T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? » « Non, ça va. Pas d'angoisse, t'inquiète. Tout va bien. Je préfère partir seul, Franck. Ce n'est pas en rapport avec toi, c'est juste ma façon de travailler. »« Ok, Made In, pas de souci. Raconte-moi, Franck. C'est quoi ton histoire? » « Tu sais, j'ai pas vraiment choisi, Made In. On va dire que la vie a choisi pour moi. »« Comment ça? » Ma mère a commencé à se droguer à 15 ans. J'ai pas connu mon père. À 17 ans, elle était enceinte. J'ose pas imaginer si c'était pour une dose. Il y avait du passage à la maison. C'était la fête quasiment tous les soirs. Un beau jour, un mec a posé ses valises. C'était son dealer. J'avais 10 ans. Et là, c'était l'enfer pour moi. 1 année après, j'ai eu une sœur. Plutôt une demi-sœur. C'est la même. Il est devenu mon beau-père, mais je l'ai jamais appelé papa. Il était violent. Il battait ma mère. Un jour, il a levé la main sur ma petite sœur. Ma mère s'est interposée et les deux ont pris cher. J'avais 20 ans. Le soir, en rentrant à la maison, je l'ai frappé. Je l'ai pris pour un punching ball. Jamel était attentif, ému par ses paroles. Franck avait besoin de parler, de se livrer. On ne se confie pas comme cela à n'importe qui. Franck ressentait l'attitude positive que Jamel laissait paraître. C'était de famille. Mohamed le Chibani en était l'exemple parfait. Il prenait la bienveillance, se souciait du bien-être des autres. Franck poursuivit son récit. Depuis ce jour, j'ai appris à ma sœur à se battre, à se défendre. La vie est cruelle et ne veut pas de cadeaux. 1 an après, mon beau-père s'est barré. Je lui rendais la vie difficile. Je lui ai tapé son shit.
Il y en avait pour un paquet d'oseille. Avant, je vendais pour lui. J'avais pas le choix. Avec l'aide d'une assistante sociale, on a déménagé dans un quartier plus calme. Mais j'ai continué le business. Il fallait de l'argent pour aider ma mère à payer le loyer, faire les courses, inscrire ma sœur dans un club d'arts martiaux. Je ne voulais pas qu'elle touche à la drogue. Aujourd'hui, je fais attention à ma famille. J'essaie d'en prendre soin. Ce n'est pas simple, tu sais. Et s'il t'arrive quelque chose, qui va prendre soin de toi? T'inquiète, il ne m'arrivera rien. Mais t'as pas cherché à travailler? Un métier plus conventionnel? Tu te fous de moi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité? Toi, t'es dans le business. Pourquoi tu fais pas autre chose? Vas-y, raconte. Je ne sais pas vraiment ce que je voulais. Je me laissais emporter par la vague. J'ai perdu un ami à cause du business. J'ai failli tout perdre. J'étais à 2 doigts de péter un câble. Et puis la vie m'a souri. Tu sais, Franck, tu peux changer. Il n'est jamais trop tard. Pense à ta famille. Je suis né dans le business, Médine. Je ne sais pas faire autre chose. J'aurais aimé avoir une vie différente. Une mère qui ne se drogue pas. Un vrai père. Faire des études. Avoir un vrai travail. On a la vie que l'on mérite. Pas celle dont on rêve. Si la vie t'a souri, alors t'as de la chance, Médine. La chance ne frappe pas à ta porte. Il faut aller la chercher. La provoquer. Avoir un projet de vie. Des amis à qui en parler et garder l'esprit positif. Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles, nos actes sont en harmonie. Je ne comprends pas, Médine. Là, tu me parles comme la psy de ma mère. Hier, tu me parlais gros business. J'ai l'impression d'entendre Belmondo dans Flic ou Voyou. Peut-être que je me cherche encore. Je ne sais pas où je vais. T'es sûr que ça va, Médine? J'ai pas vraiment l'impression que la vie t'a souri. T'inquiète. Tout va bien. L'infiltré joue un rôle, un peu comme au cinéma. Il ne s'agit pas ici de vaguement copier la vie. Il s'agit véritablement de créer la vie. Jamel jouait à merveille son rôle d'infiltré. Il savait jouer de sa personnalité. Il devait rester fort et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Retrouvez le livre de Farid, son dernier, le deuxième, Infiltré pour un meilleur, et le premier opus des aventures de Jamel, Je suis tué, nous sommes la France. Voilà. En tout cas, la fin du tome 2 appelle à un tome 3. On a envie de savoir ce qui va se passer. Alors, c'est Donc voilà, donc n'hésitez pas. Ou pas. C'est vrai qu'il y a un gros point d'exclamation. une histoire personnelle, tant, je dis pas, par rapport au personnage. Alors, on m'a beaucoup posé cette question et non. Alors, ce n'est pas du tout autobiographique. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le social, voilà, auprès des jeunes, et c'est des choses que j'ai vues, après que j'ai enjolivé, que j'ai imaginé. Mais non, il n'y a pas du tout d'autobiographie. Alors, par contre, quand je fais quelque chose, j'essaie de le penser, de l'imaginer, de le voir pour en fin de compte l'écrire. J'ai pas pris le temps de lire pour l'instant, j'ai lu les précédents. Et c'est pour ça que je suis venu avec enthousiasme pour différentes raisons. Pour l'écrivain, pour la connaissance des goûts de Gilles depuis quelques décennies maintenant. Et je trouve que vous avez eu des aventures personnelles et professionnelles intéressantes. Et je pense que là, dans ce que vous avez commis et ce que vous montrez aujourd'hui, je pense qu'il y aura encore certainement quelques idées d'aventure, même si j'ai cru entendre en arrivant qu'il n'y avait rien de personnel dans ce que vous avez écrit. Ça fait rien. C'est vrai qu'après avoir écrit un premier et un deuxième, l'idée serait peut-être d'aller vers le cinéma. Peut-être effectivement un troisième opus, on verra vers où les choses vont nous amener.
suis ravi de me retrouver dans une des deux dernières librairies d'Argenteuil et venir en plus pour l'ouverture de la commercialisation d'un livre d'un agent d'Argenteuil. Je trouvais ça intéressant d'honorer un petit peu ses écrits. J'avoue que c'est son 3e bouquin. J'ai eu les 2 premiers avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Je pense que je lirai aussi avec beaucoup d'attention et j'espère autant de plaisir le 3e qu'il est venu présenter aujourd'hui. Je suis super fier d'être là parce que je connais Farid depuis 16, 17, voire 18 ans maintenant, il me semble. Hein. Et il a été très bienveillant à mon égard à l'époque quand je sortais mes fictions. Et quand j'ai su qu'il écrivait ce livre-là, je suis ravi. Et coïncidence, on habite à côté maintenant à Argenteuil et il m'a gentiment invité. J'ai dit, je ne peux que venir assister à cet événement. Et je vais lire ça avec plaisir. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a une imagination fertile depuis toutes ces années, il m'en parlait, donc c'est une évidence que Farid se lance dans l'écriture, c'est excellent. Donc je vous souhaite que des bonnes choses et que du succès, quoi. Vraiment. Je le connais depuis longtemps déjà, par rapport aux émissions qu'il a fait souvent à Berbère TV. On peut dire des grands amis. Moi je dirais que c'est quelqu'un qui est motivé. Ça fait à chaque fois on se voit, à chaque fois il parle de ses livres, et si je peux donner quelques idées, machin et tout. Mais comme c'est quelqu'un qui est motivé, je lui souhaite bonne chance. Je pense que, comme on dit, il n'y a rien sans rien, quoi. Il mérite. Une question qui me dit, Farid Galaxy, moi je connais, et Farid Boudil aussi. En tout cas, merci à toi d'être là. Merci à toi. Kamel Saleh, t'entends pas ou quoi? Comme un aimant, je te dis frérot, c'est chaud. Ah, c'est cool. Et le maire est venu, c'est génial. Donc t'as un beau public, hein. Sami Sifax, rappelle-toi, les années 70, chaud, Nasser Djaran, t'entends pas ou quoi? Et puis juste à côté, un des amis de Sami Sifax, Azul. Azul Fed. Rappelez-vous, 2010, premier livre, l'autre, c'est One, sorti en Algérie en 2013, de la cité à la télé. Je suis, tu es, nous sommes la France, on continue. Et puis le dernier, Infiltré pour un meilleur. Et bien voilà, on se retrouve bien sûr très prochainement, peut-être près de chez vous, pour des rencontres dédicaces. T'entends pas ou quoi? Près de chez vous, bientôt, pour des rencontres dédicaces. Ouais, chaud. Eh ben lui... Infiltré pour un meilleur. Un roman de Farid Galaxy chez Le Lys Bleu Édition. À retrouver dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura.